Les gachas sont des jeux vidéo free-to-play dont le principe de monétisation repose sur la collection de personnages ou d'armes débloquées en jouant régulièrement au titre ou en mettant la main au portefeuille. Pourtant, la principale différence avec les autres titres free-to-play est que ce déblocage est aléatoire, sans garantie d'obtenir ce que l'on souhaite, sur le modèle des machines à jouer japonaises gachapon des années 60, et avec un système de rareté. C'est cette particularité qui génère le caractère addictif de ces softs, mélange entre jeux vidéo et jeux d'argent. C'est d'ailleurs pas un hasard si ce modèle s'est largement développé dans les années 2010, d'abord sur mobile et maintenant sur toutes les plateformes, avec de vraies réussites commerciales comme les 6 milliards de dollars récoltés par le gacha d'action Genshin Impact en 4 ans. Face à la déferlante de titres et de réussites commerciales, je vous propose donc de revenir sur l'irruption des jeux gacha sur la scène vidéoludique contemporaine, notamment en interrogeant le rapport de ces softs au temps. En effet, comme les jeux services, les gachas ont pour objectif d'engager le joueur à long terme, en le poussant à se connecter régulièrement, avec pour seule différence que l'investissement en temps ou les achats dans la boutique ne fourniront pas nécessairement ce que le joueur souhaite, à cause des mécaniques aléatoires. Les jeux gachas ne seraient-ils pas ainsi d'énormes arnaques déguisées, utilisant le fun comme moyen marketing pour provoquer l'addiction grâce au plaisir de la collection inhérent à l'être humain? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Captain Cast dédié aux jeux vidéo et au temps. L'être humain adore collectionner des choses. Si les recherches scientifiques peinent encore à observer les zones du cerveau touchées par ce phénomène, l'observation indique que les humains sont capables de lancer des collections dans tous les domaines, du timbre aux cartes Pokémon, et que ces collections peuvent faire l'objet de fierté, mais aussi de mécaniques d'addiction, où l'on peut rechercher de manière compulsive les objets les plus rares, qui, une fois récupérés, apportent un grand sentiment de satisfaction. Les jeux de cartes en jouent particulièrement, comme les cartes Pokémon. On peut ainsi acheter des boosters ou groupes de cartes dans des magasins contenant des cartes aléatoires plus ou moins rares. Pour obtenir les cartes les plus rares, il va ainsi falloir acheter plus de boosters, ou chercher sur les sites de revente les cartes les plus rares. Si ce loisir peut être un petit plaisir du dimanche, il peut aussi devenir une véritable quête, les cartes les plus rares s'échangeant ainsi à plusieurs centaines de milliers de dollars. Si vous êtes atteint d'addiction, ce loisir peut devenir un gouffre à temps et à argent. Vous le comprenez de suite, c'est cette mécanique d'addiction qui est proposée par les gachas. Les gachas n'ont pourtant pas été créés sur le modèle des jeux de cartes, mais sur celui des gachapon, des machines à jouer japonaises des années 60, proposant en échange d'une pièce un jouet pris aléatoirement dans la machine. Par extension, les jeux gachas vont donc numériser ce principe, en créant un jeu où l'on pourra débloquer des éléments de manière aléatoire, avec des ressources gagnées en jeu ou récupérées avec de l'argent. Notez d'ailleurs que les gachas ne sont pas les seuls jeux à utiliser des mécaniques de collection. La série la plus connue basée sur la collection est ainsi le RPG de Game Freak's Pokémon en 1996, où votre personnage peut capturer plus d'une centaine de Pokémon différents en fonction du lieu et du temps en jeu, la devise du soft étant « attrapez-les tous ». De même, les RPG qui utilisent des compagnons à débloquer au fur et à mesure, comme les jeux de BioWare, de Baldur's Gate à Mass Effect, peuvent également rentrer dans cette catégorie. Mais c'est surtout les jeux de cartes comme Hearthstone en 2014 et les autres deck builders qui font penser aux gachas, et en partagent d'ailleurs certains éléments, lorsqu'il s'agit de l'élément principal de monétisation. Car si dans Pokémon et Mass Effect on paye le jeu pour y jouer et on débloque tout en jouant, les gachas sont principalement des free-to-play, où la seule chose payante est le déblocage de contenu, qui plus est aléatoire. Et c'est là tout l'enjeu. Les gachas, souvent des RPG au tour par tour à la Summoner Wars de Sky Arena en 2014, ont des caractéristiques communes. D'abord, il faut une boucle de gameplay simple et accessible pour permettre à tous de prendre part au jeu, mais des systèmes complexes souvent obtus qu'on appréhende en restant longtemps sur le jeu. Summoner's Wars propose par exemple des combats au tour par tour, où l'on choisit des compétences par personnage, avec une automatisation qui permet de tout faire sans s'en préoccuper, mais avec des systèmes d'affinités, des synergies et des tas de caractéristiques à prendre en compte pour constituer l'équipe ultime. Ou bien vous passez du temps à comprendre les systèmes et à tout paramétrer, ou bien vous payez. La majorité des gachas utilisent d'ailleurs une boucle d'automatisation des combats, permettant de rendre l'expérience plus fluide que jamais, profitant de graphismes souvent poussés au max pour rendre le tout agréable à l'œil. Sur la base de ce système, vous avez alors des tas de ressources à manager, celle qui vous permet d'invoquer des personnages, celle qui vous permet de jouer activement au jeu, soit l'endurance, et tout un tas de ressources correspondant aux différents systèmes du jeu,
pour l'équipement, les niveaux, les améliorations de compétences, les améliorations de personnages, et j'en passe. Les gachas ont beaucoup trop de ressources différentes, souvent même de niveaux et raretés différents, ce qui a tendance à m'effrayer autant qu'un néophyte. Il faut y passer un peu de temps pour savoir ce qu'il faut faire pour améliorer son équipe. Et c'est ce que veut le jeu, qui vous propose au début beaucoup de récompenses, facilement, pour vous en priver au fur et à mesure, vous frustrant pour que vous ayez envie de dépenser de l'argent pour avoir autant de ressources qu'au début. Si je prends par exemple Honkai Impact Third, regardez tous ces menus et toutes ces ressources dans tous les sens. Je ne sais même pas quoi améliorer pour qui et pourquoi. Ces ressources, de plus en plus dures à obtenir, profitent également de systèmes pour forcer le joueur à se connecter régulièrement, via des événements spéciaux ou des récompenses de connexion journalières, assurant que le joueur vienne régulièrement. À partir de ces systèmes de jeu et de ressources, la partie gacha vient se surajouter. Elle doit avoir un intérêt pour le joueur, car cela constitue le cœur du soft et de la monétisation. Avec ses propres ressources, ce système permet de débloquer de manière aléatoire du contenu, généralement des personnages. Pour rendre le tout captivant, il faut que ces personnages aient une utilité concrète au titre, par le biais de compétences et de styles de jeu uniques, comme dans un Genshin Impact, ou bien qu'ils aient une personnalité, une histoire et un chara-design intéressant, potentiellement tourné vers le fanservice et les physiques affriolants, comme dans Goddess of Victory Nikke, ou vers des univers déjà connus, comme Star Wars Galaxy of Heroes, mais surtout en associant les deux. Dans tous les cas, le soft utilise également la collectionnite naturelle de l'être humain en proposant des personnages associés à une rareté pour exciter l'intérêt de lancer la roulette pour espérer obtenir un personnage rare ou légendaire. En résumé, les gachas doivent avoir un gameplay très accessible pour être joué par tout le monde, mais avec des systèmes un peu plus profonds pour avoir de l'intérêt à moyen et long terme, des tas de ressources à collecter, un système de déblocage de personnages aléatoires pour exciter la convoitise des joueurs et surtout donner un intérêt à se connecter régulièrement via des récompenses ou des événements permettant d'investir progressivement le joueur émotionnellement, le poussant à la consommation. C'est donc très efficace. Les gachas se développent ainsi au début des années 2010, d'abord sur téléphone mobile, avec des petits softs adaptés à de petits studios, et un système de monétisation qui, s'il marche, permet d'engranger des revenus consistants pour financer d'autres développements. On pense par exemple à un des premiers gachas RPG, Grand Blue Fantasy en 2014, devenu un manga, un animé, un jeu de combat avec Versus en 2020, et même un action RPG avec Relink en 2024. Les gachas sont souvent des RPG car ils basent leur mécanique de progression sur l'accumulation de personnages, chacun avec son niveau, ses compétences et son équipement. Summoners Wars Sky Arena en 2014, des Sud-Coréens de Com de Sus, est un modèle du genre, largement copié et adapté à des tas d'autres univers, avec son endurance, son automatisation, ses effets flashy et ses monstres divers, qu'on retrouve par exemple dans Raid Shadow Legends en 2018, des Israéliens de Plarium Games. Les univers sont aussi importants. S'ils sont connus, ils apportent de l'intérêt à collectionner des personnages. C'est pourquoi la formule de Summoners Wars peut être appliquée à l'univers Star Wars, avec Galaxy of Heroes en 2015, d'EA Capital Games, ou aux univers d'animé, comme Fate Grand Order en 2015, des japonais de Daylight Works, avec succès, devenant des softs transmédia faits pour des fans, ce qui renforce l'intérêt de la collection. Ces dernières années, face au développement du marché mobile incitant à s'essayer au genre et des technologies permettant de faire des softs de plus en plus complexes et beaux, même sur téléphone, les gachas ont essaimé dans tous les genres. Ark Knights en 2019, des Chinois d'Hypergriff pour le Tower Defense, Marvel Contest of Champions en 2014 dans le Fighting Games, mais c'est surtout l'action qui a le vent en poupe. Les Chinois de MiHoYo développent ainsi leur Hoyoverse avec le jeu d'action en arène Honkai Impact Third en 2016, le jeu d'action-aventure inspiré de Zelda Genshin Impact en 2020, le RPG plus classique Honkai Star Rail en 2023 et le jeu d'action linéaire Zenless Zone Zero en 2024. Chacun des softs est une réussite suffisante pour propulser MiHoYo au rang du 10e revenu mondial du jeu vidéo en 2023 avec 3,8 milliards de dollars. Genshin Impact a ainsi coûté 100 millions de dollars en développement et coûte même cher à l'entretien avec des coûts de plusieurs centaines de millions de dollars, mais a apporté 6 milliards de dollars en 4 ans. Évidemment, le succès des jeux d'action inspire, les gachas de ces dernières années écument ainsi ce champ, avec le combat de Wuthering Waves en 2024 de Kuro Games, ou le shooter TPS de Goddess of Victory Nikke en 2022 de Shift Up Corporation.
Les gachas sont conçus pour capter le temps du joueur. Il faut l'appâter avec des personnages sexy, un univers connu ou un narratif intéressant. Le faire jouer à un gameplay simple mais satisfaisant, surtout visuellement. Lui donner des systèmes complexes pour le pousser à rester sur le titre. Si cette première barrière est franchie, vous lui faites alors découvrir des dizaines de ressources différentes à récupérer, vous pouvez le frustrer en lui en donnant de moins en moins, le poussant à écumer des événements limités et à se connecter régulièrement pour des récompenses journalières. Et pour finir, une fois ferré, il faut maintenant que le joueur ressente le stress des tirages aléatoires pour débloquer un personnage qui l'intéresse ou récupérer ce qu'il souhaite. S'il ne fait pas assez de tirages à son goût et que les ressources manquent, vous lui présentez alors la boutique pour lui permettre de faire plus de tirages. C'est un processus d'addiction extrêmement bien rodé et ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas passer un bon moment sur ces titres. Les affinités élémentaires de Genshin Impact sont efficaces. Un Raid Shadow Legend qui tourne 15 minutes par jour juste pour se vider la tête joue parfaitement son rôle. Mais l'addiction et le temps passé sont d'importants dangers pour les joueurs sensibles et surtout pour les mineurs. Pour les premiers, on trouve ce qu'on appelle les whales, les baleines, des joueurs qui dépensent énormément dans un titre free-to-play et qui forment la base de financement de ces jeux. Si c'est contrôlé par des joueurs jouant uniquement à un gacha pour passer le temps, pourquoi pas? Quand c'est incontrôlé par des mécanismes d'addiction, c'est beaucoup plus grave. Par ailleurs, les mineurs, cibles de choix des gachas, peuvent être touchés par cette fear of missing out ou FOMO sur ces événements temporaires, cet afflux de ressources, et même ce fanservice peut-être pas nécessaire pour leur éducation. Sans compter que les mécanismes de roulette aléatoire rapprochent les gachas des jeux d'argent. Reste que ce mécanisme est suffisamment caché derrière un modèle free-to-play, évitant les procès à la Battlefront 2 avec ses lootboxeuses accolées à un jeu déjà payant. Pour l'instant, cela reste donc légal. Mais cela ne rend pas ces mécaniques morales pour autant, et surtout adaptées à tous les joueurs. Également, ce sont des softs gouffratants. En tant que tels, ils récupèrent donc largement le temps des joueurs qui pratiquent ces softs régulièrement, tant qu'ils n'investiront pas dans d'autres titres. Est-ce que le jeu mobile et les jeux gacha en particulier ne seraient-ils pas en train de participer à la crise du jeu vidéo à leur échelle? Peut-être. Les jeux gacha reposent sur un système de monétisation qui vise à stimuler notre cerveau et notamment notre addiction à la collection pour proposer des softs construits autour de cette idée destinée à nous appâter par des scénarios, des personnages sexy et des gameplays de plus en plus aboutis pour nous engager et nous pousser à moyen terme à passer à la caisse pour réaliser des tirages aléatoires qui exciteront les mécanismes cérébraux à l'œuvre dans les jeux d'argent et le gambling. Ce sont purement et simplement des arnaques. On vient pour du fun, alors que ce fun n'est que le marketing destiné à nous faire cracher de l'argent. Est-ce à dire que tous les gachas sont mauvais et immoraux? Pas nécessairement. Si certains de ces softs plaisent par leur univers ou leur gameplay, il n'y a pas de nécessité à se restreindre. Mais il faut le faire avec conscience. Conscience que n'ont pas les mineurs et les adultes sensibles aux mécaniques d'addiction, pour ne pas se retrouver à devenir dépendants de la dopamine des tirages et des événements aléatoires de ces titres. Les gachas restent des softs immensément populaires et de plus en plus élaborés. Il est évident qu'au vu de leur succès, nous n'avons pas fini d'en manger. Ça ne les rend pas plus moraux.